Eh bien, messieurs et chers frères de couleur, comme on dit, c'est fantastique de me trouver parmi vous. Un vieux, qui a failli ne plus venir, mais qui revient, c'est déjà pas mal. Et puis je vois que vous êtes nombreux, il y a aussi quelques anciens qui sont venus, c'est sensationnel. Ce soir, je ne vous ferai pas une vraie conférence, je vous parlerai plutôt de moi, c'est comme ça. Et on a intitulé cette causerie « Zophingue l'Éternel ». C'est peut-être prétentieux, mais quand même. J'ai intitulé cet exposé « Zophingue l'Éternel ». J'aurais pu aussi le nommer « Il était une fois un innocent zophingien en 1942 ». Il est évident que les conceptions de la vie sont fondamentalement différentes qu'en 1942. En 1942, ce soir, par exemple, il y avait les Fuxet qui étaient là, sur des bancs peu confortables. On était, je pense, une 15-20 Fuxet. Là, il y avait les honorables Bourchen, qui étaient très pénibles avec les petits jeunes comme nous, et qui étaient sur des canapés, mais défoncés. Ils avaient à peu près les joues à la hauteur du menton. Mais enfin, ils étaient sur les canapés. Et c'était ça, la zophingue de l'époque. Et puis, vous vous rendrez compte que les choses ont pas mal changé. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, c'est les idées aujourd'hui, c'est notre façon de vivre, et c'est le comment de zophingue aussi. Quand on parle de comment, j'ai un comment de 1891, qui est le même que j'ai reçu en 1942. Et j'ai un comment, alors là, je vous prie d'avoir beaucoup de respect pour ce comment. Il est écrit encore, non pas imprimé, je crois qu'il est de 1886 ou à peu près. Voilà. Alors ça, c'est l'époque où les choses ne changeaient pas beaucoup. Et puis, je vous dirais que, paraphrasant un auteur célèbre, je pourrais dire, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de zophingue. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Vous aurez reconnu De Gaulle, évidemment, qui était, à notre époque, l'homme dont on parlait beaucoup, puisque c'était lui qui représentait la France libre. Et n'attendez pas ce soir un exposé philosophique sur les origines de zophingue, sur la symbolique de son comment. Je parlerai simplement de mes souvenirs, de mes débuts ici, dans ce local, car nous ne parlions pas de la Blanche, mais c'était le local, on se retrouvait au local. Pascal a écrit « Le moi est haïssable ». Heureusement, Gilles a complété en ajoutant « pas le mien ». Donc ce soir, vous me pardonnerez de parler de moi, seulement de moi, mais de zophingue. Dans ma famille, il n'y a pas eu de zophingien, ce n'est pas par tradition que je suis entré à zophingue. Mais, car il y a dans toute action une raison, je suis né en 1er mai, mis au monde par un médecin, ami de la famille, bon libéral. Or, ce médecin, très actif politicien libéral, est mort dans une manifestation anticommuniste en février 1937 à La Chaux-de-Fonds. C'était à l'époque du grand chômage. Et le docteur Bourquin, c'est du docteur Bourquin qu'il s'agit, avait organisé une conférence à la Maison du Peuple avec un ancien conseiller fédéral fribourgeois, Musy, qu'on appelait Musy PKK, catholique conservative. Et on avait interdit, par mesure de précaution, à la gauche d'aller à la Maison du Peuple. Or, ils ont réussi à s'infiltrer. La conférence, paraît-il, a été assez houleuse. Et en sortant, les gens de la droite, des libéraux qui sortaient de là, Bourquin a dit « déployez le drapeau », c'était le drapeau suisse, et en avant. Et à ce moment-là, Bourquin a été, qu'est-ce qu'on va dire, un peu bousculé, et il est mort. Mais il n'est pas mort du tout, comme on l'a dit, d'une attaque, il est mort d'un infarctus. Et son fils, que j'ai bien connu parce qu'on était ensemble au service, est mort comme son père d'un infarctus très jeune. Enfin voilà. Et à cette époque-là,
J'étais au gymnase de la Chaux-de-Fonds en 37, vous voyez, j'avais 13 ans. Et le directeur, qui s'appelait Monsieur Lalive, mais qui était un Lalive d'Épinay, était un socialiste, très socialiste. La Chaux-de-Fonds était très à gauche, pas socialiste, mais plus à gauche. Nous avions comme professeur au gymnase un nommé De Courson, qui avait enlevé le de, mais qui était le fils du professeur de théologie de Neuchâtel. C'était lui qui m'a baptisé, le père. Bon, enfin, voilà. Et puis, petit gymnasien, je suis allé voir l'enterrement du docteur Bourquin, parce que j'avais congé. On nous avait interdit d'y aller. Le directeur a dit non, vous n'irez pas, je ne donne pas de congé. Et j'ai vu cet enterrement. C'était extraordinaire. À la rue Léopold-Robert, il y avait en avant les armes réunies, la musique militaire. À l'époque, elle était encore militaire. Le corbillard tiré par un cheval, la famille des députés. À l'époque, les députés qui étaient là étaient en haute forme. Derrière les députés, il y avait la Société des officiers, encore avec le sabre, et derrière, tout Zofingue, en grande tenue, un peu comme on avait marché pour aller accueillir Pierre Aubert, conseiller fédéral à Berne. Oui. C'était des grands moments. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand je serai grand, je serai zophingien. Et j'ai mes paroles, vous voyez, je suis zophingien. C'est donc par sentiment que je suis zophingien. Et il faut bien pas oublier qu'en 1937, dans les montagnes neuchâteloises, la situation était extrêmement difficile. Et au gymnase, on avait un cahier. La première page, je crois que c'était une petite ferme neuchâteloise. La deuxième, c'était entièrement contre l'armée. La troisième, c'était contre l'alcool. Et puis la dernière page, c'était 2 problèmes d'échecs, parce qu'à ce moment-là, à Moscou, les échecs étaient... On jouait aux échecs. Alors donc, nous avons été formés comme ça, mais n'oublions pas que au gymnase de la Chaux-de-Fonds, que quelques années avant moi, en est sorti un colonel commandant de corps, dont le beau-fils est ici, c'était le colonel Hirschi, qui a été mon commandant de bataillon une fois de régiment. Donc, c'est vous montrer qu'il y a quand même eu des gens qui n'étaient pas déformés par la gauche militante. Puis, 1937, c'était l'époque d'Hitler. Or, pour nous, même comme jeunes, on était très inquiets parce qu'on se demandait ce qui allait se passer. Et puis, en plus de ça, notre armée elle n'était pas très bonne à l'époque. Parce qu'il y avait eu toute la période où le Parti socialiste s'était opposé au réarmement. Après, ils avaient été d'accord quand ils ont vu les catastrophes d'Hitler. Et il y avait eu, notamment à Colombier, une Landsgemeinde sous la direction de Mingre pour retrouver de l'argent. Or, Mingre, le conseiller fédéral, n'était pas universitaire, mais c'était un ruban d'honneur de Zofingue. Il était très ami avec le général Guisan, et je les ai rencontrés à la fête centrale du 125e, c'était en 1945. C'était des gens très, très fidèles. Et voilà, donc, tous les débuts de cette période difficile. Et puis, depuis cette époque, tout a fondamentalement changé. Il y a Internet, Facebook, enfin tout ça que je connais peut-être pas très bien. Donc nos relations humaines et humanistes sont très différentes. Et pourtant, comme l'écrit Harari dans 21 leçons pour le 21e siècle, nous sommes encore des animaux de l'âge de la pierre. Pour nous épanouir, nous avons besoin de nous enraciner dans des communautés intimes. Aujourd'hui, la plupart des psychologues estiment impossible de connaître vraiment plus de 150 individus. C'est pourquoi j'estime, je dirais même, je suis certain, qu'une société comme Zofingue permet de faire partie d'un groupe de personnes qui ne sont ni solitaires ni sans idéal. C'est la raison pour laquelle je dis, cum grano salis, Zofingue l'éternel. Vous constaterez, en entendant mes souvenirs, l'évolution, les changements de forme de pensée, l'évolution de nos conceptions, tout en restant fidèles à nos idées fondamentales, et créatrices et positives. Et maintenant, entrons dans la vie de la Neuchâteloise en 1942. En juillet 1942, nous recevons notre bachot sur la Seine, à la Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds.
par M. Lalive d'Épinay. Dans le groupe qui nous sommes 5 à décider de venir à l'Uni de Neuchâtel. 2 en médecine, 3 en droit. Et on commence l'Uni au mois de novembre, parce qu'à l'époque, on commençait en novembre, il y avait des restrictions de chauffage, alors on rallongeait les vacances, on raccourcissait des semestres, on en mettait beaucoup. On commence donc notre Uni un lundi de novembre, il faisait froid et tout. Puis, il faut reconnaître que, comme petit duo, on était inquiets. Parce qu'en haut, le gymnase, c'était anti-alcool, anti-fleur. Ouf, alors ça, si le directeur rencontrait un zophingien, un gymnasien et une gymnasienne ou pas gymnasienne en rue, c'était interdit. Alors, on était à pied 3 jours. Et les parents jouaient le jeu. Alors, ça veut dire quand on arrive à l'Uni, ici, les jeunes qu'on rencontrait après à Zofingue ils se connaissaient tous. Il y en a beaucoup qui avaient été à Néo à l'époque. Néo qui a été fondé à la Chaux-de-Fonds quand même, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, en 1942, donc, on se retrouve là, et un lundi, on avait le labo de chimie l'après-midi, et le chef de travaux était zophingien, j'ai vu son ruban, puis je lui ai dit, Zofingue, c'est quel jour? Il m'a dit, c'est le mardi. Puis je lui ai dit encore, vous prenez les abstinences, Zofingue? Bon, bien sûr, bon, très bien. Le mardi, on va à Zofingue avec un nommé Vice qui faisait du droit, qui est un de mes camarades même de toujours. La première séance, c'était au conservatoire, à l'ancien conservatoire. C'était le Winterreise de Schubert, chanté par Luther. Son père avait un magasin d'optique ou de lunettes ici au coin qui a disparu il n'y a pas très longtemps. Et Luther avait une voix merveilleuse. On s'est dit quand même, Zofingue, c'est pas mal, hein. Ils ont de la culture, ils chantent. Puis après, on est arrivé ici au local. Là, il y a eu quelque Bon, enfin, on était candidat. Et vous vous rendez compte, quand on est candidat, on n'est pas fixe du tout. Et puis, en venant encore du haut, on est encore moins fixe. Puis on se disait, mais au fond, comment est-ce qu'on va nous accueillir ici? Parce que ces gens du haut, quand même, c'est bizarre. Et puis, on a été accueillis très gentiment. On était les seuls qui connaissions personne, mais on s'est habitué. Et si j'ai utilisé quelques mots Zofingue l'éternel, ce que Zofingue revient toujours dans mes pensées, qu'elle est hors du temps, hors de mon temps. Et dans ce titre, l'apostrophe est importante, car Zofingue est éternelle pour moi, car elle existait avant moi, et elle continuera après moi. Comment définir le sentiment qui nous lie à Zofingue? Pourquoi aujourd'hui, il y a des jeunes comme vous qui veulent entrer à Zofingue? Je dis qu'ils veulent, donc c'est une décision que vous prenez, c'est pas parce qu'on vous oblige à venir, vous décidez pourquoi est-ce que vous entrez à Zofingue. À l'origine, Zofingue avait un aspect révolutionnaire. C'était pour lutter contre la restauration, contre le retour des anciennes, disons, aristocraties. Bon, on voulait être suisse avant tout, suisse, c'était important. Mais aujourd'hui, quel est le motif? La Suisse existe. Est-ce que la Suisse existe vraiment parmi les enseignants? Aujourd'hui, on est plutôt citoyen du monde que d'être suisse. Mais quand même, ça vaut la peine d'être suisse. Et grâce à Zofingue, par exemple, on est arrivé en partie à faire que les cantons, qui étaient des cantons qui voulaient vivre pour eux, parce qu'ils avaient des avantages, disons, financiers, les douanes, tout ça, d'arriver à faire un seul pays avec une première constitution en 1948. Je pense que Zofingue, dans son idée, a eu un rôle. Et puis, la dernière guerre, la grande guerre la deuxième, a joué pour ma génération un très grand rôle. C'était le temps de la survie d'une forme de civilisation. Il y avait d'un côté les dictatures de gauche et de droite, et de l'autre la démocratie, la liberté d'expression. Pour la plupart d'entre nous,
évidemment, on avait choisi la démocratie. Et à Zofingue, alors on était extrêmement, disons, pour les Alliés. Il y avait encore à l'époque les avions anglais qui traversaient la Suisse pour aller bombarder Milan. On les entendait passer. Notre DCA, paraît-il, n'arrivait pas à les attraper, mais il paraît que c'était plutôt voulu qu'une mauvaise DCA. Enfin bon. Et c'est ça c'est une chose qui nous a beaucoup marqué. Mais aujourd'hui, que signifie patrie dans la mondialisation? Pour vous, la jeune génération. Hein? Je vous pose la question, vous avez vos réponses, certainement, mais puisque vous êtes entré à Zofingue, la patrie a quand même un rôle, puisque c'est comme notre devise, c'est amitié, patrie, science. Donc, je pense quand même. Et en juger, j'ai l'impression donc qu'il y a un petit changement d'esprit. Et dans la plupart des jeunes que je rencontre aussi à la Baloise, où je vais de temps à autre, je remarque qu'il n'y a plus d'antimilitarisme comme il y a eu une époque, que la plupart d'entre eux, quand ils le peuvent, font du service. Il y en a même quelques-uns qui sont sous-officiers ou officiers. Donc, il y a quand même un petit rebond qui se fait. Mais aujourd'hui, l'amitié est quand même le moteur de Zofingue, comme pour toutes les sociétés d'étudiants. C'est une amitié de qualité. Elle est précieuse, elle dure toute une vie. Et j'en ai ce soir la réponse, parce que vous êtes nombreux, les jeunes, à venir entendre... Non, je ne veux pas vous dire, mais... Oh non, voilà. Et je trouve ça extrêmement sympathique pour moi. Parce qu'à mon époque, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, l'unité entre les vieux et les jeunes était toujours magnifique, mais un petit peu différent. Cette amitié unit des générations qui se seraient ignorées. Pour nous, les anciens, le contact avec les jeunes générations est un enrichissement. Nous tentons d'apprendre, on apprend beaucoup de vous, en particulier l'informatique, parce que quand j'ai une panne, qu'est-ce que je fais? J'ai un petit voisin au-dessus qui est plus calé que moi, puis il me remet mon appareil en ordre. Donc, on apprend beaucoup de vous. Et puis, on apprend quand même aussi, je crois qu'il n'y a pas de vrai fossé entre les générations. Il y a des différences, mais on a quand même des liens que Zofingue nous a donnés. J'en suis persuadé. Et comme je le disais en introduction, pour Harari, c'est une communauté intime qui prend ses racines, et Zofingue nous donne idéalement ses racines. Parce que on est zofingiens, où qu'on aille en Suisse. Hein. Ah, vous êtes zofingiens, t'es zofingiens. Ah ben c'est fantastique. Je fais partie du Rotary. Je vais à Zurich, bonjour. Mais c'est pas la même chose. Tandis qu'à Zofingue, j'étais une fois candidat pour un poste X en Suisse. On m'a dit, ah mais vous êtes zofingien, alors je m'occupe de vous. C'est quelque chose d'assez fantastique. Et pour moi, donc, ce premier mardi de novembre est gravé dans ma mémoire. On était assis ici, perchés sur les bancs, et les deux du haut étaient très inquiets. On se disait, comment est-ce qu'on va être torturés? Comment allons-nous être reçus, nous, des gens du haut, venant d'une ville de gauche, dans une ville aristocratique? L'antagonisme entre le haut et le bas est comme Zofingue éternel. Je crois qu'il existe depuis toujours, et je suis du haut. Mais je me suis habitué au bas. Peut-être grâce à Zofingue, parce que s'il n'y avait pas eu Zofingue, je serais peut-être resté encore dans le haut, mais comme je savais qu'il y avait Zofingue à Neuchâtel, je me suis dit que j'ai beaucoup plus de personnes que je connais et que j'aime bien à Neuchâtel qu'en haut où il n'y a plus beaucoup de Zofingiens. Alors voilà, l'antagonisme entre eux aujourd'hui est éternel. Et les autres candidats donc se connaissaient, mais nous on était un petit peu isolés. Et puis les messieurs, les bourgeois nous appelaient les puceaux du haut. On acceptait, on était tout tranquille pourvu qu'on ne nous embête pas trop. Ça s'est pas trop mal passé. Et le 23 novembre 1942, j'ai reçu le ruban de Fuchs, le comment je viens de vous montrer, et puis j'ai reçu, non pas encore, le ruban. Le ruban est la première casquette
n'avaient pas le droit d'être brodés. C'était dans le commun. Et d'autre part, le port des couleurs à l'uni était obligatoire à l'époque. Et nous, comme étudiants en médecine, on portait couleur jusqu'à la fin du second propé, quand on entrait en clinique, comme on disait. Là, alors évidemment, à l'hôpital, ça n'allait pas très bien d'être en couleur. Mais jusque-là, on était... Et puis, à l'hôpital, on avait tous un petit truc. À l'époque, quand j'étais actif à la Baloise, on était très nombreux en médecine à être zophingiens, et on avait des tas de profs zophingiens. Alors, au final, le ruban, il était assez visible quand même. Et je me rappelle pour moi de la psychiatrie où je ne valais pas grand-chose, mais le prof était gentil, je suis reparti avec un 5. Hein. Mais il était zophingien, c'était un très bon Balois qui s'appelait Sheikh Khalid. Voilà, petite question. Quand tu dis que vous portiez le ruban était obligatoire à l'UNI, c'était tous les jours ou juste le vendredi? Comment? Tu portais le ruban tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Oh. Oh. Et puis, si on ne le portait pas, il y avait toujours le Fuchsmayer qui était dans un petit coin, c'était sans couleur. Hein. Et puis, si on avait été 3 fois, il y avait le beer Furchis. C'est-à-dire qu'à la séance, on n'avait pas le droit de boire, on nous retirait les couleurs pour un moment, puis on nous mettait au coin. Je ne sais pas si vous faites encore ça maintenant. Ah bon, alors c'est bien. Voilà. Et puis maintenant, le déroulement de la séance. Tout d'abord, la blanche. Le comité, président, secrétaire étaient assis ici. Comme c'était le semestre d'hiver, quand j'ai commencé, le feu brûlait. Et puis, il y avait la partie officielle où on racontait les contes, tout ça, les futures manifestations. Les bourgeonnes étaient là, et puis de temps en temps, ils criaient « Fuxet, à boire !» Alors, on allait au tonneau qui était là-bas, parce qu'on avait de la bière aux séances, et puis on apportait ça. Il y avait pas mal de zophingiens à l'époque, même des Fuxets, qui étaient en uniforme. Parce qu'ils étaient au service, il y avait la mob, il n'y avait pas tellement d'officiers, on était un petit peu jeune pour être officier, mais notre centenaire, qu'on vient de fêter, notre ami Bello, il était déjà, il devait presque être premier lieutenant même à cette époque-là, artilleur, enfin il y en avait quelques-uns, c'était assez impressionnant. Puis nous les petits, on n'était pas encore soldats, mais on nous avait, à tous ceux qui étaient aptes au service, on nous avait donné un brassard avec la croix fédérale, et si les Allemands venaient, qu'on ne soit pas pris comme des otages ou quelque chose, mais on était déjà militaires, on avait notre livret de service. On n'avait pas d'incorporation, on n'avait pas passé le recrutement, mais on était déjà militaires, et je savais que je devais me rendre à Reichenbach, dans l'Oberland. Et puis, donc, je vous dis là, il y avait à gauche la tour des Fuxets qui servait la bière, et à chaque séance, on trouvait des bourgeons au niveau. Ça, c'était le premier acte administratif. Le deuxième acte était varié, il y avait les séances de candidature. Alors ça, Ici, voilà un petit livre, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le fais circuler, où il y a une séance de candidature avec un duel à la peinture, au minium, avec toutes sortes de saletés dedans. Et puis, c'était deux de mes copains, donc je me rappelle. Moi, j'avais échappé parce que les deux avaient des cheveux très frisés. Ils se ressemblaient un petit peu. Alors, on les a mis, non pas à poil, mais en caleçon. Et puis, le Fuchsmayer était en blouse blanche pour se protéger de la peinture. Et ils sont ressortis. Non, ils ont pu aller se laver quand même. Et puis, il y avait des conférences importantes et tout. C'était vraiment bien. Et puis, je voulais dire un petit peu ce qui se passait, comment on réagissait là, avant le troisième acte. Parce qu'il y avait un troisième acte. Alors, le président des M, deuxième acte clos, troisième acte commence, tout le monde reste, vin chaud. Le vin chaud, c'était pas du vin chaud, c'était de la bière. Et des fois, c'était du cognac qui venait de la pharmacie Ville d'Arbre, parce que le fils Ville d'Arbre était zophingien. Et puis, après, on discutait. Alors, on chantait l'initium, vous chantez plusieurs. C'est comme volent les années. Nous voici bientôt des vieux, et le soir de nos journées déjà paraît dans les cieux. Le passé sans nulle trace déjà pâlit et s'efface, regardons vers l'avenir. Vous voyez, on avait déjà un soupçon vers l'avenir. Et puis la fin,
aux campagnes immortelles, nous volons. On n'était plus là. Et ce qu'on discutait, on était à peu près une cinquantaine, et puis après, on était peut-être un peu moins nombreux. Mais on parlait de ce qu'on allait faire. Alors, je vais vous énumérer toutes les grandes manifestations de Zofingue. Le Grutli. On le faisait à l'époque au terminus, c'était vers la gare. Et là, il y avait d'un côté les VZ, de l'autre côté les actifs, Fuxet et autres. Les Fuxet servaient la bière comme toujours. Mais alors, les VZ étaient plutôt enfoncés. Vous savez, quand il y avait Max Petitpierre, on n'allait pas lui dire « Salut Max ». Tandis, non mais maintenant, enfin, quand je dis maintenant, quand on rencontrait Pierre Aubert, je pense que la plupart de vous, et vous tutoyez, on se tutoyait avec Pierre Aubert, ça avait vraiment changé les mesures. Mais ce Grutli, puis alors après, il y avait une espèce de tradition, on était assis sur son chaise, puis on sautillait comme ça, puis on faisait le tour de la table, les vieux comme les jeunes. Ça, c'était le truc. Puis après, il y avait, alors ça, c'était formidable, le Noël à la Rotonde. D'abord, le Noël à la Rotonde, les Fuxet devaient faire des couronnes, des guirlandes. Alors, on allait entre midi et 1h au local, ici, on avait de la colle, des petits papiers de couleur, puis on faisait des longues chaînes, des kilomètres de chaînes, décorer la rotonde. Et puis, on préparait aussi une pièce de théâtre. Ah oui, attendez, je crois que j'ai même quelque chose. Voilà. Voilà ce qu'on donnait avant. Et à 4h, il y avait la réunion avec les familles. Alors les VZ arrivaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants. On leur donnait du thé, du cacao, du chocolat et des croissants. Et puis, il y avait un Père Noël qui les appelait sur la scène. On leur donnait encore un petit truc, je pense, avec des mandarines. Puis après, tout le monde rentrait. Puis à 8h, c'était le bal. Alors le bal, à l'époque, c'était smoking. Pour les Zofingiens, nous, les Fuxet, on était en flaus, tous. Et puis les VZ étaient souvent donc en smoking, les dames en longue robe. Et on invitait les pensionnats de jeunes filles. Alors les pensionnats de jeunes filles, il y avait une pension très célèbre qui s'appelait Jobin. C'était les Jobinettes. Et on invitait toujours la directrice, parce que ça se faisait. Alors, les Fuxet devaient inviter la directrice à danser. Puis, il fallait vraiment dépasser les heures fixées, et ça marchait pas trop mal en général. Mais sur la scène, il y avait de nouveau le président qui faisait le discours aux dames. C'était un discours en général assez bien fait. Il y avait une petite pièce de théâtre, et puis il y avait la présentation des nouveaux, des candidats, enfin qui étaient Zofingiens, et le baptême sur la scène. Et je me rappelle, pour moi, on avait un professeur de botanique qui s'appelait M. Spinner. M. Spinner, c'était un professeur, paraît-il, très, très calé en biologie de l'époque. Et M. Spinner, un jour, me dit « Monsieur Jacot, vous entrez à Zofingue. » « Oui, monsieur. Il paraît que vous êtes abstinent. » « Oui, monsieur. » Il me dit « tout ça. » Et puis, vous savez, il y avait, je ne sais plus lequel, un des grands pontes socialistes qui est entré à Zofingue, le nom me reviendra peut-être, et qui était abstinent. Il avait été baptisé Boileau. Il m'a dit « Vous serez baptisé Boileau. » J'ai été baptisé Boileau sur la scène. Et j'ai été honnête parce que ce soir-là, je n'ai pas bu un verre de vin. Mais aux séances suivantes, c'est pas mal allé, parce que j'aime bien le Neuchâtel. Bon. Et après, il y a le bal. Et puis, à la fin, on montait prendre c'était une soupe ou quelque chose, au buffet de la gare qui était ouvert pour nous. Et toujours en flaus, pour nous les Fuxet. On retournait à l'Uni. Et puis, moi, c'était la première heure, c'était la chimie. On parlait du silicium.
Et puis Boissonnat, qui était un le prof de chimie inorganique, était zophingien. Donc, voilà, on avait sommeil, ça. Et je me rappelle, j'ai écrit le silicium, quand c'est fini, ça recommence. Oui, à midi, il n'y avait plus du nid, on retournait à la maison, puis on allait se coucher. C'était pas mal. Hein. Ensuite, quand on avait fini de parler du Noël, il y avait les générales. Alors les générales, mes amis, ça... Je crois que c'est à peu près ce que j'ai à vous donner des générales. C'était quelque chose de fantastique parce que on était assez nombreux à l'époque, on s'y mettait et on avait des Zophingiens qui étaient extrêmement doués, qui prenaient des leçons de diction. Il y avait notamment Rivière, Manuel, vous l'avez peut-être pu connaître, vous l'avez connu bien sûr. Et puis il y avait Blaise de Montmolin, qui était avocat, et qui était d'abord théologien, puis après qui est devenu avocat. Scarron, il jouait, mais c'était extraordinaire. Enfin, c'était des grands moments. Et puis, on avait un pianiste, Patus, qui était du magasin de tabac. Il y a toujours un magasin de tabac, Patus. Et puis, son frère avait un hôtel à Saint-Aubin. Ouais. C'était bien. Et puis, on avait un dénommé Herbard. Herbard, il était chimiste. Son Hugo, c'était au-dessus, et il faisait des cartes. Voilà les cartes qu'on faisait pour le général, par exemple. Herbard, il était fantastique. On est une fois invité chez Visp, donc Zophingien. Il n'avait pas de cadeau à lui donner. Il s'est arrêté, comme il habitait une ferme, il a fait une aquarelle de la ferme, c'était sensationnel. Il y avait vraiment des gens extrêmement doués. Et puis, la pièce de théâtre. Alors, on répétait, nous, en médecine, en sciences, on ne nous prenait pas trop, on était juste pour la revue, chanter un petit truc, puis après ça, on était quand même plus pris que les autres, il me semble, un peu plus que le droit. Mais alors, la théâtre, on jouait 2 fois à Neuchâtel, 1 fois à Fleurier, 1 fois à la Chaux-de-Fonds, et 1 fois à Bienne. Et puis c'était donc en 43, en janvier, mars 43, on avait un autocar, c'était la déménageuse de Widmer, on mettait les décors là-dedans, puis les Zophingiens, puis on partait. Alors on est allé à Fleurier, je crois qu'il y avait la grande salle de Fleurier, au théâtre de la Chaux-de-Fonds, à Bienne, je crois que c'était à Lille, enfin c'était extraordinaire. Et puis après la représentation, il y avait toujours un bal. Et à ces balles, il y avait toujours des VZ qui étaient là avec leurs enfants, leurs filles. Il y a eu quelques mariages qui se sont faits comme ça. C'était pas mal. Et puis on avait un nommé Pluto, qui était prof de diction conservatoire, qui était ruban d'honneur de Zophingue, qui apportait toujours, non pas la casquette, mais un béret à la bellette, genre bellette, mais en blanc. Alors il était très, très zophingien, et il était assis de ce côté-là, et il fumait, alors à la chaîne. Tout le temps qu'on préparait les générales, il fumait, il engueulait les acteurs, mais ça marchait bien. Et puis, une fois que les générales étaient prêtes, il y avait le maîtrangue. Alors le maîtrangue, ça c'était quelque chose de formidable. Bon, je vous en parle, mon maîtrangue c'était au mois de mai 43, donc il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas grand-chose. On allait à pied au Bregot. Vous voyez, le Bregot, c'est tout près de Chambrelien. Et puis là, le matin, les Fuxais étaient envoyés en patrouille. Ils allaient chercher la belle étoile, Asperula odorata. C'est encore un de mes derniers souvenirs de botanique. Et puis, on pique-nique un petit peu. On préparait le maîtrax. Alors ça, le maîtrax, c'était 2 bourgeonnes qu'il le préparait en gardant la recette secrète, au principe. C'est-à-dire que tout le monde la connaissait. Il y avait, en tout cas, on mettait du molaire ou de l'asti, du vin blanc, s'il y avait de l'eau, j'en sais rien. Il y avait de l'asperula, et puis ça faisait des boïdes à lait. Puis, quand il était bien macéré, on pouvait le boire. Mais avant, il y avait le match de football. Le match traditionnel
les jeunes, les Fuxais contre les Bourgeois. Et évidemment, les Fuxais gagnaient, mais perdaient toujours 3-0. C'était comme ça, on perdait. Puis après, on allait boire le métrac. Alors, il y avait, on faisait le métrac, puis alors, on s'offensait mutuellement. Alors, si verres, c'était des gobelets. 6 gobelets, c'était un petit océan. Puis 12, c'est un grand océan. Et il y avait beaucoup de navigation ce soir-là. Et puis on rentrait. Moi, je me rappelle du Fuchsmayor Herbach qui était en vélo. Donc je l'ai retrouvé au milieu d'un champ. C'était pas encore très haut, c'était le printemps. J'étais appuyé à son vélo. Je ne sais pas s'il faisait pipi ou ce qu'il faisait, mais enfin, en tout cas. Et puis on arrivait à Neuchâtel, un peu, disons, avec du vent dans les voiles. Comme nous, du haut, on était en pension famille, on allait en pension famille, on mangeait sans appétit, puis après on se retrouvait, toute l'équipe, à la Rotonde. Parce que la Rotonde, c'était un des hauts lieux étudiants, ésophagiens, c'était formidable. Et puis, après le métranque, arrivait tout gentiment la fin du semestre, la préparation de la fête centrale, et surtout la bourgification pour nous. Et c'est assez important pour ceux qui allaient en Suisse allemande, parce qu'en Suisse allemande, les Fuxais étaient plus drillés qu'en Suisse romande. On est allé une fois avec notre prof de zoologie à Berne voir le Del Huxley ou je ne sais plus quoi. Puis après, on est allé boire, non pas un verre, mais du thé ou quelque chose comme ça, au Studentenheim. Puis là, il faisait chaud, c'était l'été, on est tombé là, on était en couleur, bien sûr, hein. On a tombé la veste. 2 jours après, notre président recevait une lettre du Zentralverein de Berne que des Zophagiens étaient dans une tenue déplorable, qu'ils avaient tombé la veste, que c'était scandaleux, qu'il fallait les mettre, je ne sais plus si c'était au Bierforschis, enfin quelque chose de très important. Bon, ici, on a rigolé, mais à Berne. Quand j'étais à Berne, heureusement, j'étais bourge. Alors, par exemple, on n'avait pas le droit de porter un paquet. On avait le droit de porter sa valise, on avait toujours des gants, et dans le tram, on n'avait pas le droit de s'asseoir, on devait rester debout sur la plateforme arrière. Et puis, j'étais en pension avec un Helvétien. Puis un jour, j'ai eu un sourire narquois sur leur escrime. Alors depuis, il ne m'a pas salué. Puis à la fin du semestre, je faisais de l'escrime. Je suis allé chercher mon petit matériel à la salle d'escrime, puis je suis rentré dans ma pension, puis j'ai croisé l'Helvétien. Quand il a vu que j'étais escrimeur, il m'a redit bonjour. Les Suisses allemands étaient, même les Helvétiens, alors c'était épouvantable. Hein. Ça, c'est une race toute particulière. Du reste, quand on a fait la fameuse émission à la radio, elle nous a raconté que les Helvétiens, ils n'avaient pas de tenue du tout, ils étaient grossiers, tandis que les Zophagiens, évidemment, les actifs, ils étaient bien, vous voyez. Voilà. Alors, ça, c'est... Et puis, la bourgification. On avait un examen ici, dans cette salle. On est à 1h. Il y avait 3 bourgeons qui nous surveillaient. On se croyait au bachot, à peu près. Et puis, on avait un chapitre à écrire sur l'instruction civique. Moi, à la Chaux-de-Fonds, on n'avait pas appris l'instruction civique, mais il y avait un livre du gymnase de Neuchâtel qu'on m'avait donné avant. Il y avait un petit truc sur l'histoire suisse, et puis on devait écrire ou chanter, en tout cas dire des chansons, mais des propres, alors gentilles batelières, enfin des choses. Mais on avait quand même un répertoire. Par contre, notre répertoire, pour nous, de la Chaux-de-Fonds, il n'était pas très bon dans les chansons de salle de garde. Alors, on les a apprises ici, après l'initium, quand on restait, on chantait beaucoup. Après qu'on ait chanté l'initium, il y en avait... Et puis il y avait Herbach qui avait un vocabulaire, un répertoire sensationnel. Alors c'était à peu près ça. Et puis ce que je ne vous ai pas dit, pour entrer à Zoffin comme candidat, on devait faire un travail un peu comme on faisait au gymnase, on va dire, sur un sujet X ou Y. Évidemment qu'on prenait tous un travail qu'on a fait au gymnase. Moi je me rappelle que c'était Peggy. Je suis resté toujours très amateur de Peggy. Voilà. Alors c'était le 3e acte et tout. Et puis
après, dans ma mémoire, ce sont des moments absolument extraordinaires, avec des amitiés pour toujours. Pour nous qui venions du haut, on a lié des amitiés extraordinaires avec les Ophingiens d'ici. On avait à peu près le même âge, mais c'était merveilleux. On s'est retrouvés où? Au service, évidemment. Mais c'est la même chose, je fais partie de la Baloise. Enfin, je suis membre. Mais là aussi, quand je vais à la Baloise, de ma génération, il n'y en a plus. Je reste ici, à part Bello, je crois qu'il n'y a plus grand monde de mon âge. Mais on a retrouvé des liens d'amitié avec beaucoup de gens. C'est extraordinaire. Quand je suis allé au concerté de la Baloise au mois de février, je suis arrivé, puis on m'a dit, dis donc Boileau, c'était formidable à la radio, tu étais à l'hôpital, mais tu vas bien. Mais c'était bien. Pourquoi ils étaient au courant? Parce que le président des VZ a, paraît-il, envoyé un petit mot dans toutes les sections zophingiennes. Enfin, ça veut dire, cette amitié zophingienne, elle est extraordinaire. Alors, pourquoi Zofingue l'Éternel? Pourquoi faisons-nous partie de Zofingue? Pour vous, les jeunes, les motifs ne sont pas certainement les mêmes qui vous poussent à faire partie d'une société qui, aux yeux des Philistins, paraît ringarde. Et pourtant, entrer à Zofingue, c'est une décision importante que vous avez prise librement, qui vous permet d'entrer dans un monde de discussion, d'histoire suisse, que l'école ne nous a peut-être pas apprise. Et c'est vrai aussi que nous devons avoir une reconnaissance certaine à notre pays. Parce qu'on nous a permis d'avoir des écoles de qualité. Nos universités font quand même partie du peloton de tête des universités dans le monde. Je pense qu'on a aussi un devoir, nous, vis-à-vis du pays, de faire quelque chose de positif pour le pays. Alors, bon, on est à Zofingue, on travaille pour le pays. Et puis, cette société nous permet aussi des contacts avec d'autres. Si on n'était pas Zophingien, peut-être qu'on n'aurait pas des contacts avec des sections de Genève, de Berne ou d'ailleurs. C'est quand même aussi une chose très, très importante pour l'avenir. C'est ici que j'apprécie aussi l'évolution du style. Comme je vous ai dit autrefois, les vieux VZ étaient guindés, voilà. Et puis, nous, on était déjà, enfin, on n'était pas trop mal élevés, mais enfin un petit peu quand même. Alors, si c'était dans les années 43 que je vous parle, j'aurais pris un style professoral, j'aurais eu une petite table devant moi, à bonne hauteur, je vous aurais parlé. Bon. Maintenant, ça a changé. Moi qui suis un vieux VZ, je suis heureux de pouvoir partager avec vous cette heure d'amitié de Zofingue. J'ai apprécié le programme du semestre d'été, dans le programme du semestre d'été, le texte du passage d'actif à celui de VZ et sa conclusion. Ne pas pleurer les beaux jours passés, mais remercier qu'ils aient existé. Ça, c'est très bien. C'est vrai. Et moi, je remercie tous les jours d'avoir été zophingien, d'avoir pu participer. Je crois que j'ai participé pas mal à la vie de Zofingue, sauf quand j'étais Fuchs, parce que comme Fuchs, il faut reconnaître qu'en sciences, on était quand même un petit peu plus... Ouais, on avait moins de liberté. C'est ça. Alors, je vous dis encore une fois, c'est fantastique de se dire que ces beaux jours ont existé et qu'il continuera d'exister par l'amitié qu'on a. C'est le mot magique qui nous lie et qui nous accompagnera tout au long de notre vie. C'est là que Zofingue, c'est l'éternel. Voilà, merci messieurs. C'est très émouvant. Merci.
Merci Et merci à Zofin. Merci à toi. Bon. Oui, je voulais vous dire